Mes parents ont offert à ma sœur la maison à 600 000 $ qu'elle méritait soi-disant. Puis m'ont envoyé un SMS sans prévenir pour que je paie l'hypothèque. J'ai fixé l'écran de mon téléphone pendant environ 10 secondes. Laissant l'audace pure du message me submerger avant de taper ma réponse. J'ai écrit exactement 3 mots. Profitez de la saisie. 2 jours plus tard. La banque a appelé mes parents dans une panique absolue et toute la dynamique toxique de ma famille a explosé en un cauchemar fédéral. Mais pour vraiment comprendre comment nous en sommes arrivés au point où j'étais prête à laisser la maison de mon enfance être reprise par la banque. Vous devez savoir comment tout ce gâchis a réellement commencé. C'était un mardi après-midi complètement normal à Chicago. J'ai 30 ans et je travaille comme directrice des opérations logistiques pour une énorme entreprise de fret et de transport. Mon travail consiste essentiellement à gérer le chaos. Je passe mes journées à fixer des écrans de routage de chaînes d'approvisionnement, à calculer les coûts de carburant, à suivre des conteneurs de cargaison manquants à travers le pays, et à éteindre des incendies littéraux et métaphoriques. C'est un environnement à haute pression qui exige une logique pure et zéro émotion. J'ai construit ma carrière à partir du bas absolu, en commençant comme dispatché de nuit, en payant mes propres cours du soir pour obtenir mon diplôme. J'ai travaillé comme une forcenée pour arriver où je suis aujourd'hui. Donc j'étais là, en plein milieu de la résolution d'un goulot d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, impliquant 3 camions de cargaison retardés, quand mon téléphone a vibré sur mon bureau. J'ai jeté un coup d'œil en bas. C'était un texto de ma mère, Kala. D'habitude ces textos sont des plaintes sur le temps ou des culpabilisations subtiles sur pourquoi je ne rends pas visite plus souvent. Mais celui-ci a fait couler le sang dans mes veines complètement froid. Le texto disait: ta sœur a traversé tant de choses ces derniers temps. Elle mérite un peu de paix et de stabilité. Ton père et moi avons transféré la maison de grand-père au nom de Tanson hier. Puisque tu gagnes maintenant un si bon salaire d'entreprise, tu vas t'occuper des paiements mensuels. Le premier est de 1 500 $ du vendredi prochain. Nous t'enverrons les détails de routage du compte ce soir. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Le bruit de l'étage logistique animé autour de moi, les téléphones qui sonnaient, les dispatchers qui criaient, le bourdonnement des serveurs. Tout cela semblait simplement s'estomper dans un silence lourd et écœurant. J'étais l'enfant invisible de la famille, le bouc émissaire. Toute ma vie, mes réussites ont été ignorées. Tandis que ma sœur aînée Tanson était l'enfant doré qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Elle a 32 ans, est constamment au chômage, et se dit coach en bien-être holistique. Ils avaient pris le seul actif précieux que notre famille possédait. Une maison que mon grand-père avait promise à nous deux. L'avait donnée entièrement à la sœur qui n'a jamais travaillé dur un seul jour de sa vie. Et m'avait simplement ordonné de la payer. Pas demander, ordonner comme si j'étais leur distributeur automatique personnel. Mon esprit a parcouru l'ignorance financière absolue de leurs décisions. Mes doigts ont bougé sur l'écran en vert de mon téléphone avec une précision clinique. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement appuyé sur répondre et tapé, profiter de la saisie. Si seulement j'avais su qu'appuyer sur envoyer sur ce seul texto ouvrirait une décennie des secrets les plus sombres et les plus tordus de ma famille. Je l'aurais peut-être tapé plus vite. Le trajet de retour du centre logistique prend habituellement environ 45 minutes dans les embouteillages intenses de Chicago. Ce soir-là, il m'a semblé qu'il avait duré 10 heures. Alors que j'étais assise derrière le volant de ma berline parfaitement pratique et entièrement payée, regardant les feux de freinage se brouiller sous la pluie glaciale. Mon esprit a ouvert ce que j'aime appeler mon musée personnel de la douleur. Cette situation avec la maison n'était pas un incident isolé. C'était juste le grand final d'un schéma de toute une vie de favoritisme familial extrême. Exhibit à dans mon musée du ressentiment, mon fonds pour les études. Quand j'avais 18 ans, j'ai découvert que les 10 000 $ que mon grand-père avait mis de côté pour mon éducation avaient disparu. Mes parents avaient vidé le compte et l'avaient donné à Tanson pour qu'elle puisse participer à une
Retraite de guérison spirituelle de 6 mois à Sedona, en Arizona. Quand j'ai confronté ma mère, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit que le voyage émotionnel de Tenson était plus important que mes manuels scolaires. Elle a appelé ça investir dans son âme. J'ai fini par contracter des prêts étudiants et travailler des doubles shifts pour survivre. Exhibit B, les shifts au dépôt de fret glacial. Quand j'avais 22 ans, en travaillant le shift de nuit dans un dépôt de transport frigorifique. Portant 3 couches de manteau bon marché juste pour empêcher mes dents de claquer. Mes parents ont acheté à Tenson une voiture toute neuve. Ils ont dit qu'elle avait besoin d'un moyen de transport fiable pour se rendre à son travail de prof de yoga à temps partiel. Elle a écrasé cette voiture toute neuve contre un poteau électrique exactement une semaine plus tard. Parce qu'elle essayait de filmer une vidéo pour les réseaux sociaux en conduisant. Mes parents ont simplement soupiré, ont appelé ça un accident tragique, et ont payé les dommages. Pendant ce temps, je prenais le bus de ville à 2 heures du matin. Exhibit C. La maison elle-même. La maison de grand-père était une belle maison en briques solides dans une banlieue calmée. Feuillue juste à l'extérieur des limites de la ville. Il l'avait achetée il y a des décennies. Avant de mourir, il nous avait assises toutes les deux, Tenson et moi, dans le salon. Je me souviens de l'odeur de sa pipe à tabac et du regard sérieux dans ses yeux. Il avait explicitement déclaré que la maison était son héritage pour ses 2 petites filles. Un partage égal. Il voulait s'assurer qu'aucune de nous n'aurait jamais à s'inquiéter d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Quand il est mort, il l'avait laissé à mes parents avec l'entente verbale stricte qu'elle serait éventuellement divisée entre Tenson et moi. Et maintenant, ma mère m'envoyait nonchalamment un texto qu'ils avaient remis cet actif de $600 000 à ma sœur uniquement parce qu'elle avait traversé tant de choses. Son traumatisme. Sa dernière entreprise de vente d'eau infusée de cristaux avait échoué et elle se sentait déprimée. L'audace pure de tout cela brûlait dans ma poitrine. J'ai serré le volant si fort que mes jointures ont blanchi. Je suis directrice logistique. Je comprends la valeur d'un dollar, le poids d'un contrat. Et les conséquences d'une mauvaise planification. Je n'allais pas les laisser utiliser mon salaire durement gagné pour financer les vacances permanentes de Tenson loin de la réalité. J'étais pleinement préparé à les couper complètement. J'étais préparé aux disputes hurlantes, aux culpabilisations, et au drame familial. Mais le passé n'était qu'un échauffement. Ce qui m'attendait dans mon allée était le vrai cauchemar. J'ai tourné dans le garage souterrain de mon condo du centre-ville. J'ai acheté cet endroit il y a 2 ans, complètement seul, sans un seul centime d'aide de ma famille. Alors que j'éteignais le contact, mon téléphone a commencé à sonner via les haut-parleurs Bluetooth de la voiture. C'était Orson, mon père. J'ai laissé sonner 3 fois, pris une profonde inspiration pour stabiliser mon rythme cardiaque. Et répondu. Maran, chérie, nous devons vraiment parler de ce texto cruel que tu as envoyé à ta mère. La voix de mon père résonnait dans la voiture. Il utilisait son ton signature. Un mélange parfait de profonde déception et de victimisation pathétique. Ta sœur est très délicate en ce moment. Elle a besoin d'un espace sûr pour guérir. Papa, les jeux interrompus, gardant ma voix aussi plate et sans émotion qu'un manifeste d'expédition. Grand-père a entièrement payé cette maison il y a 15 ans. Il n'y avait pas d'hypothèque. Alors dis-moi tout de suite, pourquoi exactement me demandes-tu $1 500 par mois? Il y a eu une longue pause inconfortable à l'autre bout de la ligne. Je pouvais l'entendre s'agiter nerveusement. Eh bien, a-t-il bégayé. Tenson a cette idée brillante de nouvelle entreprise. Elle veut transformer le sous-sol en un centre de guérison holistique haut de gamme. Nous avons dû contracter un petit prêt sur valeur domiciliaire pour financer les rénovations et acheter l'équipement. Tu t'en sors si bien, Marin. Nous avons simplement supposé que tu voudrais soutenir les rêves de ta famille. J'étais assise dans la voiture sombre, laissant la stupidité pure de ces mots s'enfoncer. Ils avaient pris une maison complètement sans dette. L'avaient hypothéquée à la banque pour obtenir de l'argent pour la dernière entreprise délirante de Tenson, et avaient simplement assigné la dette mensuelle à moi.
Je ne paierai pas pour les mauvaises décisions de Tanson, ai-je dit froidement. Si elle possède la maison, elle paie la dette. C'est comme ça que fonctionne le vrai monde. J'ai raccroché avant qu'il ne commence à pleurer. Je suis entré dans mon condo calme et ai jeté mes clés sur le comptoir. Par pure curiosité masochiste, j'ai ouvert Instagram. Tout en haut de mon fil d'actualité se trouvait un tout nouveau post de Tanson. C'était un selfie parfaitement filtré d'elle assise dans le salon de la maison de grand-père, tenant un latte matcha glacé à 9 $. La légende disait: enfin je revendique l'abondance que je mérite. Le travail acharné et l'énergie positive paient. Toujours à la fin. Bienvenue dans mon nouveau sanctuaire. Blessed Boss Babe Self-Mat. Ma tension artérielle a explosé. Elle n'avait pas travaillé un seul jour pour cette maison. Elle la noyait dans les dettes. S'attendant à ce que sa sœur cadette la sauve et la paradant sur Internet comme une manifestation de son propre travail acharné. L'hypocrisie était physiquement nauséabonde. J'étais sur le point de fermer l'application et de me verser un énorme verre de vin quand mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois c'était un texto d'un numéro inconnu. J'ai froncé les sourcils et ouvert le message. Le texto disait: bonjour, marin. C'est Stélin. Le petit ami de Tanson. Nous devons parler du portefeuille immobilier de ta sœur et de ta contribution financière au fonds familial. Appelle-moi demain. Stélin fréquentait Tanson depuis 3 mois. Il se disait entrepreneur en crypto et investisseur immobilier de luxe. Mais chaque fois que je le voyais, il portait un parfum bon marché et des montres chères qui semblaient complètement fausses. J'ai fixé l'écran. Les poils à l'arrière de mon cou se sont dressés. Nous devons parler du portefeuille immobilier de ta sœur. Le lendemain matin, j'ai utilisé ma pause déjeuner pour rendre visite à la seule personne en qui je faisais confiance. Pour m'aider à naviguer ce désastre. Torrent est un avocat en immobilier commercial et mon meilleur ami depuis l'université. Son bureau est un espace élégant aux murs de verre donnant sur la rivière Chicago. Je suis entré, et laissé tomber une pile d'emails imprimés. De textos et de registres de propriété publique que j'avais tirés ce matin sur son bureau en acajou. J'ai besoin que tu regardes ça comme si nous traquions une cargaison volée. Lui ai-je dit en faisant les 100 pas dans son bureau. Mes parents ont transféré la maison de mon grand-père à ma sœur. Mais le testament de grand-père stipulait spécifiquement que la propriété devait être divisée entre nous. J'ai besoin de savoir les logiques exactes de comment ils ont contourné le système légal pour réussir ça. Torrent a ajusté ses lunettes, a pris les registres de propriété publique et a commencé à les scanner avec la vitesse d'un avocat chevronné pendant 10 minutes. Le seul son dans la pièce était le tic-tac de son horloge murale et le bruissement du papier. J'ai regardé ses yeux parcourir le jargon légal. D'accord, marin, a finalement dit Torrent, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. Il avait l'air incroyablement sérieux. J'ai trouvé la faille. Le testament de ton grand-père stipulait que la maison allait à tes parents. Avec une forte recommandation qu'elle soit transmise aux petits-enfants de manière égale. Cependant, elle était techniquement laissée dans une fiducie vivante où tes parents étaient les fiduciaires principaux. Ils avaient légalement le pouvoir de transférer l'acte. Même si c'était moralement pourri. J'ai juré dans ma barbe, donc elle en est légalement propriétaire. Bien. Laisse la banque saisir quand elle manquera inévitablement à ce stupide prêt sur valeur domiciliaire qu'ils ont pris pour son centre de guérison. Torrent a tourné la 2e page des documents. Son front s'est profondément plissé au sujet de ce prêt. J'ai fait une vérification rapide des antécédents sur ce type Stélin que tu as mentionné. L'entrepreneur en crypto, et j'ai demandé en croisant les bras. Il n'a aucune empreinte en ligne pour des entreprises légitimes mais son nom apparaît dans plusieurs poursuites civiles en Floride et au Texas concernant des prêts prédateurs et des fraudes. Personnes âgées. C'est un parasite financier, marin. Il cible des personnes vulnérables et désespérées. Les pousse à mettre leurs actifs en garantie et disparaît ensuite avec l'argent. Mon estomac s'est noué. Stélin n'était pas juste un petit ami louche.
Il était l'architecte de tout ce schéma. Il avait convaincu Tanson d'exiger la maison. Et il avait convaincu mes parents de contracter un énorme prêt dessus. Torrent fixait intensément la dernière page des documents de prêt que j'avais réussi à obtenir du site du greffe du comté. Soudain, toute couleur a quitté son visage. Il a levé les yeux vers moi, et ses yeux étaient grands ouverts avec une alarme sincère. « Qu'est-ce qu'il y a » ai-je demandé, en m'approchant du bureau. « Torrent, qu'est-ce que tu regardes ?» Il a tourné le document et a pointé un doigt tremblant vers le bas de la page. « Marin, » a-t-il dit, sa voix baissant en un murmure. Tanson ne possède pas seulement la maison. Elle la saigne à blanc. Ce n'est pas un petit prêt pour rénovation. C'est une ligne de crédit massive. Et regarde juste ici. Je me suis penché et ai lu le texte imprimé à côté de son doigt. Ma vision s'est effectivement brouillée pendant une seconde. Marin, Tanson ne possède pas seulement la maison. Elle la saigne à blanc et ton nom est sur la demande de prêt secondaire comme garante financière. Je suis sorti du bureau de Torrent en ayant l'impression d'avoir été heurté par un train de marchandises entièrement chargées. Ma propre famille n'avait pas seulement exigé que je paie pour leur mauvais choix. Ils avaient activement commis un vol d'identité pour me rendre légalement responsable de la dette. Stellin et Tanson avaient utilisé mon numéro de sécurité sociale, que mes parents leur avaient évidemment fourni, pour obtenir une ligne de crédit massive. Avant que je puisse même traiter l'ampleur de la fraude, mon téléphone a sonné. C'était Tante Mora. Tante Mora est la sœur aînée de ma mère, le singe volant ultime de la famille. Elle se nourrit de ragots et prend toujours le parti de Tanson parce qu'elle s'identifie au personnage fragile d'artiste de Tanson. Marin, a hurlé Tante Mora dès que j'ai répondu. Ta mère pleure à chaudes larmes. Comment peux-tu être si cruel ? Tanson essaie enfin de construire une entreprise et tu refuses d'aider ton propre sang. Tu n'es plus qu'une machine d'entreprise au cœur froid. Tante Mora, ai-je claqué, ma patience s'évaporant complètement. Leur ont-ils dit qu'ils ont falsifié ma signature sur un prêt bancaire ? Oh, arrête d'être dramatique, a-t-elle raillé. Ils ont juste utilisé ton bon score de crédit pour aider ta sœur à se remettre sur pied. La famille est de la famille. Tu as une obligation morale à les soutenir. J'ai raccroché au milieu de sa phrase. La pure illusion était suffocante. J'ai annulé mes réunions de l'après-midi, suis monté dans ma voiture et roulé directement vers la banlieue. Je n'allais pas envoyer un texto en colère. J'allais les regarder dans les yeux et leur dire qu'ils allaient en prison fédérale. J'ai tourné dans l'allée de la maison de grand-père. La voiture accidentée de Tanson n'était nulle part en vue. Mais un SUV noir élégant et cher était garé sur la pelouse. La voiture de Stellin. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, les trouver déverrouillés, et les pousser. La maison sentait la sauge bon marché et l'huile de lavande. J'ai descendu le couloir vers la cuisine. À travers l'embrasure, j'ai vu Tanson assise à l'îlot de cuisine. Elle avait une pile de papier devant elle. Je me suis arrêté net, restant caché dans l'ombre du couloir, en l'observant. Elle tenait un stylo, copiant soigneusement une signature d'un ancien document sur une nouvelle pile de chèques. J'ai plissé les yeux. C'étaient les chèques de pension de mon père. Tanson, la coach en bien-être holistique. Falsifier méthodiquement la signature de notre père pour encaisser son argent de retraite. Le naturel absolu de ces actions m'a rendu malade à l'estomac. Je suis entré dans la lumière. Tu t'entraînes à ta calligraphie, Tanson, ai-je demandé fort. Elle a sursauté violemment, renversant sa tasse de café sur le sol. Elle s'est brisée, éclaboussant du liquide marron partout. Elle s'est précipitée pour couvrir les chèques, son visage devenant rouge vif. Marin, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne peux pas juste entrer comme ça dans ma maison. C'est seulement ta maison parce que tu l'as volée, ai-je répliqué, en m'approchant. Tout comme tu volais la pension de papa. Tout comme tu as volé mon identité pour ce prêt. Avant qu'elle ne puisse hurler en retour, la porte d'entrée a claqué. Orson et Kala, mes parents, sont entrés dans la cuisine en portant des sacs d'épicerie. Ils se sont arrêtés, prenant en compte la scène,
La tasse brisée. Tanson ayant l'air terrifié et moi pointant les chèques falsifiés. Je m'attendais à ce que mes parents soient furieux contre Tanson. Je m'attendais à ce qu'ils la voient enfin pour la voleuse qu'elle était. Au lieu de cela, ils ont laissé tomber leur sac d'épicerie. Ils m'ont regardé, puis Tanson. Et puis, à mon horreur absolue, ils se sont tous les deux mis à genoux, en pleurant. Me suppliant de ne pas appeler la police. S'il te plaît, Marin, s'il te plaît, sanglotait ma mère. En s'accrochant à la manche de mon manteau tandis que mon père s'agenouillait à côté d'elle. Le visage enfoui dans ses mains. C'était la vue la plus pathétique et contre nature que j'avais jamais vue. Il ne suppliait pas pour Tanson. Il suppliait par pure terreur pure et simple. Levez-vous, ai-je exigé, en retirant mon bras. Elle falsifie littéralement tes chèques de pension juste devant toi. Elle a volé mon identité. Pourquoi la protégez-vous? Tanson était assise à l'îlot de cuisine, nous regardant avec une expression calmement glaçante. La panique d'il y a un moment avait disparu, remplacée par un sourire sombre et satisfait. Mon père a levé les yeux rouges et gonflés. Tu ne comprends pas. Marin. Nous devons lui donner ce qu'elle veut. Si nous ne lui donnons pas l'argent. Si nous la coupons? Il a étouffé un sanglot, incapable de finir la phrase. Si nous la coupons, quoi? Ai-je poussé, ma voix résonnant dans la cuisine. Ma mère a dégluti difficilement, tremblant violemment. Elle a dit qu'elle irait à la police. Elle a dit qu'elle irait sur les réseaux sociaux et dirait à tout le monde dans la communauté que ton père l'avait abusée quand elle était petite fille. La pièce a tourné. J'ai senti tout l'air être aspiré de mes poumons. J'ai fixé Tanson. Elle n'a pas bronché. Elle a juste tripoté ses ongles parfaitement manucurés. C'est un mensonge, Marin. Je le jure devant Dieu, c'est un mensonge, a pleuré mon père. Sa voix se brisant. Je n'ai jamais levé la main sur aucune de vous, mais je suis un enseignant à la retraite. Je fais du bénévolat à l'église. Si elle poste ces mensonges sur Internet, ma réputation est ruinée. Ma vie est finie. La communauté me détruirait. Soudain. Toute l'histoire tordue de notre famille a pris tout son sens. Tanson n'était pas juste une enfant. Gâtée et paresseuse. C'était une terroriste psychologique. Elle avait armé la peur profonde de mes parents de l'humiliation publique. La maison n'était pas un cadeau pour l'aider à guérir. C'était un paiement de rançon massif. C'était de l'argent pour la faire taire. Et quand la maison n'a pas suffi, elle les a forcés à contracter les prêts et puis les a forcés à donner mon numéro de sécurité sociale pour me saigner à blanc aussi. Elle a fait tout ça à cause d'une insécurité pourrie profonde. Elle m'a vu construire une carrière réussie, acheter ma propre maison, vivre indépendamment. Et ça l'a rendue complètement folle de jalousie. Elle voulait nous traîner tous dans son puits misérable d'échecs pour ne pas avoir à affronter la réalité de sa propre inutilité. Tu es un monstre, ai-je murmuré à ma sœur. Tanson s'est finalement levé, croisant les bras défensivement. Je prends juste ce qui m'est dû. Marin. Tu as toujours eu le droit d'être la intelligente et indépendante. C'est mon tour d'avoir le style de vie que je mérite. Avant que je ne puisse libérer la fureur absolue qui bouillonnait en moi. Le son de pneus lourds crissant sur le gravier de l'allée a brisé la tension. Des pas lourds ont approché la véranda. La porte s'est ouverte sans frapper. Stellin est entré dans la cuisine. Il portait un costume sur mesure élégant, affichant un sourire prédateur parfaitement blanc. Dans ses mains, il tenait un épais classeur en cuir. Ah, toute la famille est là, a dit Stellin avec aisance. Ignorant mes parents en pleurs sur le sol. Il a laissé tomber le classeur sur l'îlot de cuisine. Marin. Timing parfait. J'ai les nouveaux contrats de prêt juste ici. Il est temps pour toi de contribuer au fonds familial. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Vous abonner à Revenge Silent. Et laissez un commentaire ci-dessous en nous disant de quelle ville vous regardez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre un public plus large.
Merci beaucoup pour votre soutien. Stellin se tenait dans la cuisine de mes parents. Rayonnant du genre de confiance arrogante qui ne vient que de quelqu'un qui croit vraiment être là. Personne la plus intelligente de la pièce. Il a tapoté l'épais classeur en cuir sur l'îlot de cuisine. Les documents à l'intérieur étaient conçus pour voler chaque once restante de sécurité financière que ma famille avait. Ma mère et mon père tremblaient encore sur le sol, terrifiés par le chantage de Tanson. Complètement aveugles au vrai prédateur debout juste devant eux. Chaque instinct de mon corps me criait de saisir ce classeur et de le jeter au visage parfaitement soigné de Stellin. Je voulais hurler, appeler la police sur le champ et brûler toute la dynamique familiale toxique. Mais je suis directrice logistique. Je ne réagis pas au chaos. Je le gère. Je sais que si tu veux piéger un rat, tu ne claques pas le piège pendant qu'il regarde. Tu laisses le fromage et attends qu'il entre dedans. J'ai pris une profonde inspiration. Forçant mon rythme cardiaque à ralentir et lissant mon expression en une de soumission réticente. Je suis allé à l'îlot de cuisine et ai pris le classeur. J'ai feuilleté les pages, faisant semblant d'être intimidé par le jargon légal dense. C'est une ligne de crédit massive, Stellin, ai-je dit, gardant ma voix soigneusement neutre. Tu me demandes de mettre mon nom et mon salaire d'entreprise en jeu pour une entreprise dont je ne sais rien. Tanson a levé les yeux au ciel de manière dramatique. Oh, s'il te plaît, marin. Ne fais pas de ça une histoire sur toi. C'est un investissement familial. Tu fournis juste le soutien financier. Stellin et moi faisons tout le vrai travail dur. Je ne signerai rien ce soir, ai-je déclaré fermement, en regardant Stellin droit dans les yeux. Je dois ramener ça à la maison. Je dois lire chaque page. Si je vais être la garante financière. J'ai besoin de 24 heures pour examiner les termes. Je te donnerai ma réponse demain. Le sourire de Stellin a vacillé pendant une fraction de seconde. Mais sa cupidité a rapidement surpassé sa prudence. Il a vu mon manteau cher, connaissait mon titre de poste. Et a calculé que ma signature valait le léger retard. Bien sûr, marin, a-t-il dit avec aisance. Prends ton temps, mais nous devons bouger vite. Le marché immobilier n'attend personne. Je suis sorti de cette maison sans dire au revoir à mes parents. La seconde où la porte s'est refermée derrière moi, ma façade calme a disparu. J'ai pratiquement couru jusqu'à ma voiture, verrouillé les portes, et saisi mon téléphone. J'ai composé le numéro de Torrent. Il a répondu à la première sonnerie. J'ai les documents, lui ai-je dit, ma voix tremblant d'adrénaline pure. Il veut que je co-signe la destruction de l'héritage de mon grand-père. Apporte-les à mon bureau tout de suite, a dit Torrance. J'ai quelqu'un ici que tu dois rencontrer. J'ai roulé directement vers le centre-ville. Assise dans le bureau de Torrent se trouvait une femme à l'air tranchant en tailleur gris sur mesure. Elle s'est présentée comme la détective Greer. Une enquêtrice spécialisée dans les crimes économiques et les fraudes immobilières fédérales. Torrent l'avait appelée après avoir examiné les antécédents de Stellin. Le petit ami de ta sœur est un fantôme, m'a dit Greer. En feuilletant le classeur que je venais de lui remettre, il utilise des alias. Il cible des familles avec des propriétés nouvellement héritées sans dette. Son objectif est d'extraire les 400 000 $ d'équité que ton grand-père a laissés. De les virer vers des comptes offshore sous couvert d'investissements commerciaux faux. Et de disparaître. L'araignée pensait avoir attrapé une mouche. Elle ne savait pas que j'étais venimeuse. Les 24 heures suivantes ont été un flou de guerre légale et de manipulation stratégique. Je n'ai pas dormi un seul clin d'œil. À 8 heures le lendemain matin. Torrent se tenait devant un juge du comté en déposant une injonction d'urgence pour geler toute transaction liée à la maison de mon grand-père. Nous avons utilisé le langage spécifique dans la fiducie vivante originale pour signaler le transfert d'actes comme hautement suspect et potentiellement frauduleux. C'était un obstacle légal temporaire. Mais c'était assez pour nous acheter le temps dont nous avions besoin. Pendant ce temps, la détective Greer coordonnait avec une force opérationnelle fédérale. Ils avaient besoin d'attraper Stellin en train de commettre la fraude.
Ils avaient besoin qu'il tente le virement ou falsifie les signatures finales. À exactement 13 heures. Mon téléphone a sonné. C'était Tanson. J'ai immédiatement appuyé sur le bouton d'enregistrement sur mon téléphone de travail secondaire avant de répondre. Marin. Où es-tu? A exigé Tanson. Sa voix dégoulinant d'auto-importance. Stélin et moi nous préparons à rencontrer le courtier. Nous bloquons 3 propriétés locatives aujourd'hui. Ça va être le début de notre empire. J'ai besoin de ton numéro de sécurité sociale et de tes détails de routage tout de suite pour que le courtier puisse finaliser ton statut de garante. Je l'ai mise sur haut-parleur en regardant de l'autre côté du bureau la détective Greer qui m'a fait un signe de tête silencieux pour continuer à la faire parler. Tanson, je regarde ces documents, ai-je menti avec aisance? C'est beaucoup d'argent. Pourquoi maman et papa acceptent-ils de mettre la maison en garantie à ce point? Ils sont sur une pension fixe. Tanson a laissé échapper un rire cruel et tranchant parce qu'ils savent mieux que de me dire non. Je leur ai dit exactement ce qui arriverait s'ils ne soutenaient pas mes rêves. Je leur ai dit que je ruinerais la précieuse réputation de papa dans son petit groupe d'église. Ils me doivent ça, Marin. Ils me doivent pour avoir toujours préféré toi. Mon sang s'est complètement glacé. Elle venait de confesser l'extorsion et le chantage sur une ligne enregistrée. J'ai regardé Greer. Les yeux de la détective se sont élargis et elle a commencé à taper furieusement sur son ordinateur portable. Es-tu sûr que Stélin sait ce qu'il fait? Ai-je poussé plus loin, feignant l'anxiété. Où signez-vous ces papiers? Stélin est un génie, a claqué Tanson, tombant complètement dans le piège. Il a un courtier privé exclusif dans le quartier financier. Nous allons à Pinacle Financial Service tout de suite. Maman et papa nous y rejoignent pour signer les formulaires de libération de fonds final. Envoie-moi juste ton numéro de sécurité sociale. Marin, arrête d'être une lâche et fais partie de l'équipe gagnante pour une fois. Je verrai ce que je peux faire, ai-je dit calmement et raccroché. J'ai remis l'enregistrement à la détective Greer. L'air dans le bureau de Torrent était électrique. Nous avions l'emplacement. Nous avions la confession. Nous avions la preuve d'extorsion. Greer s'est levée, en rengainant son badge. Elle m'a regardé avec une expression sombre et déterminée. Pinacle Financial Service est une façade connue pour le blanchiment d'argent. Nous essayons de perquisitionner ce bureau depuis 6 mois. Mon téléphone a vibré à nouveau avec un texto de ma mère me suppliant de juste faire ce que Tanson demandait pour qu'il puisse enfin avoir la paix. La nature absolument pathétique de son texto a alimenté ma colère encore plus. Ils sont au bureau du courtier en ce moment, a dit Greer, en saisissant son manteau. Il est temps de faire irruption à la fête. Pinacle Financial Service n'était pas un vrai bureau d'entreprise. Il était situé dans un centre commercial juste à l'extérieur de la ville. Coincé entre un pressing en faillite et une vitrine vide. Les fenêtres étaient fortement teintées. Ça ressemblait exactement au genre d'endroit où les gens allaient ruiner leur vie financière. J'ai tourné dans le parking juste derrière la voiture banalisée de la détective Greer. 2 autres SUV sombres attendaient déjà à l'autre bout du parking. Mon cœur battait contre mes côtes comme un marteau-piqueur, mais mon esprit était cristallin. Il était temps de mettre fin à ce drame familial une fois pour toutes. J'ai poussé la lourde porte en verre du bureau du courtier. À l'intérieur, ça sentait le café éventé et l'assainisseur d'air bon marché. À une grande table de conférence en imitation bois était assise toute ma famille dysfonctionnelle. Mon père, Orson, tenait un stylo en or fantaisie. Sa main tremblant violemment alors qu'il planait au-dessus d'un document. Ma mère pleurait silencieusement dans un mouchoir. Tanson était assise à côté d'eux. Vibrant pratiquement d'excitation tandis que Stélin se tenait au bout de la table avec son sourire. Prédateur arrogant. Arrêtez tout de suite, ai-je dit, ma voix traversant la pièce calme comme un fouet. Tout le monde s'est figé. Orson a laissé tomber le stylo. Tanson s'est retourné, son visage se tordant en une grimace. Marin, qu'est-ce que tu fais ici? As-tu apporté ton identification?
Je l'ai complètement ignoré et suis allé droit à la table. J'ai regardé le document que mon père était sur le point de signer. C'était une autorisation pour un virement immédiat non remboursable de 25 000 $. C'était soi-disant un dépôt de bonne foi pour les propriétés locatives. Mais en réalité c'était le clou final dans le cercueil financier de mes parents. Ne signe pas ça, papa, ai-je ordonné. Stellin a avancé, son sourire devenant serré et agressif. Marin. Tu interromps une transaction commerciale privée. Si tu n'es pas ici pour signer les formulaires de garantie, je vais devoir te demander de partir. Tu ne donnes pas d'ordre ici, ai-je répliqué, en claquant un dossier manie sur la table. J'ai regardé directement ma sœur. Tenson. Tu penses que cet homme t'aime? Tu penses qu'il construit un empire avec toi? Ouvre le dossier. Tenson a froncé les sourcils, jetant un regard nerveux à Stellin, qui semblait soudain très rigide. Elle a tendu la main et ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de 5 relevés de cartes de crédit différents. Qu'est-ce que c'est? A demandé Tenson, sa voix tremblant légèrement. Ce sont 5 cartes de crédit premium ouvertes à ton nom en utilisant ton numéro de sécurité sociale au cours des 3 derniers mois, ai-je expliqué, en articulant chaque mot. Elles sont complètement maxées. Avance en espèces, montre de luxe, dîner cher. Tu ne possèdes pas d'empire immobilier, Tenson. Tu es actuellement assise sur 80 000 $ de dettes non garanties à haut intérêt. Et Stellin est le seul utilisateur secondaire autorisé. Le visage de Tenson a perdu toute couleur. Elle a fixé les chiffres, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement. Elle a levé les yeux vers Stellin. Stellin, de quoi parle-t-elle? Dis-lui qu'elle ment. Stellin ne l'a pas regardé. Il a regardé la porte. Ses yeux parcourant la pièce comme un animal piégé calculant une route d'évasion. Il a reculé d'un pas, abandonnant les documents sur la table. C'est ridicule, a sifflé Stellin, en saisissant sa mallette. Je dois passer un appel. Le sourire arrogant de Stellin a disparu instantanément quand la lourde porte en verre du bureau du courtier a été enfoncée par des agents de police fédéraux. Agents fédéraux, personne ne bouge. Gardez vos mains où je peux les voir. Le petit faux bureau du courtier a éclaté en chaos absolu. 5 agents lourdement armés ont inondé la pièce. La détective Greer est entrée juste derrière eux, son badge levé haut. Ma mère a hurlé, en s'agrippant la poitrine tandis que mon père a levé les mains en l'air. Tremblant si fort qu'il a presque renversé sa chaise. Stellin a essayé de s'enfuir vers la sortie arrière. Mais 2 agents l'ont plaqué contre une rangée d'armoires de classement. Le son de métal s'écrasant a résonné dans la pièce. Suivi immédiatement du clic métallique tranchant des menottes se refermant étroitement autour de ses poignets. Stellin, a hurlé Tenson, en sautant de sa chaise. Elle était complètement hystérique, des larmes coulant sur son visage. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-le partir. C'est un homme d'affaires. La détective Greer s'est approchée de la table de conférence. A pris le document de virement que mon père avait presque signé, et a secoué la tête de dégoût. Elle s'est tournée vers Tenson, son expression dénuée de toute sympathie. C'est un criminel de carrière, a déclaré Greer froidement. Sa voix résonnant dans le silence choqué de la pièce. Stellin fait partie d'un syndicat multi-État qui cible les femmes insécurisées et crédules ayant accès à l'immobilier familial. Il les isole, les manipule pour extraire l'équité de leur maison, vide leur crédit et disparaît ensuite. Il n'allait jamais acheter de propriété locative. Il allait prendre ce virement de 25 000 $ et monter dans un avion pour le Costa Rica ce soir. Tenson a physiquement reculé comme si elle avait été giflée. Ses genoux ont fléchi. Elle a tendu la main, désespérément. En s'agrippant au bord de la table de conférence en verre pour s'empêcher de s'effondrer sur la moquette bon marché. Elle a regardé Stellin, qui était traîné sur ses pieds par les agents. Stellin, dis-leur que c'est une erreur, a supplié Tenson, sa voix se brisant de pur désespoir. Dis-leur pour notre centre holistique. Dis-leur que tu m'aimes. Stellin l'a regardé.
La façade du petit ami charmant et aimant avait complètement disparu. Ses yeux étaient morts, froids, et remplis d'un mépris pur et non dilué. Il a laissé échapper un rire dur et moqueur. Tu pensais vraiment qu'un gars comme moi voulait construire une vie avec une perdante pathétique? Et au chômage comme toi? Tu n'étais qu'un compte bancaire qui parlait trop. Tanson a laissé échapper un sanglot étranglé et agonisant et a glissé le long du côté de la table, enfouissant son visage dans ses mains. Tout son monde délirant, son identité de boss babe réussie. Sa croyance qu'elle était enfin supérieure à moi s'est brisée en 1 million de morceaux irréparables juste là sur le sol. Mes parents sont restés figés dans le coin. La réalisation de ce qu'ils avaient presque fait, de ce pourquoi ils avaient sacrifié l'héritage de mon grand-père, finissait par s'enfoncer. Ils avaient remis leur plus grand actif à une fille narcissique qu'il avait immédiatement remis à un criminel. Sortez-le d'ici, a ordonné Greer aux agents. Alors qu'il traînait Stellin par la porte d'entrée, Greer s'est tourné vers mes parents. Vous êtes incroyablement chanceux que votre autre fille ait en fait un cerveau qui fonctionne. Si vous aviez signé ce papier, vous seriez sans abri à la fin du mois. La police a emmené le criminel menotté. Mais la vraie punition pour ma famille toxique ne faisait que commencer. 3 heures plus tard, nous étions tous de retour dans le salon de la maison de grand-père. L'air était épais de tension, de honte, et de l'odeur de l'huile stupide de sauge à la lavande de Tanson. Tanson était recroquevillé dans un fauteuil d'angle, fixant le mur d'un regard vide. Complètement catatonique sous le choc de la trahison de Stellin et de ses $80 000 de dette. Mes parents étaient assis sur le canapé, ayant l'air d'avoir vieilli de 20 ans en un seul après-midi. Il continuait à me regarder avec ses yeux pathétiques et pleins d'espoir, attendant que j'intervienne et que je répare tout. Ils avaient passé toute ma vie à me traiter comme le bouc émissaire invisible. Mais maintenant que l'enfant doré avait brûlé la maison, ils s'attendaient à ce que je sois le pompier. Marin, chérie, a commencé ma mère, sa voix tremblante. Nous sommes tellement désolés de ne pas t'avoir écouté, mais Dieu merci tu as arrêté ce virement. Maintenant nous avons juste besoin de trouver comment gérer ce terrible prêt sur valeur domiciliaire que la banque nous a donné. Les paiements mensuels sont toujours de $1500. Si nous mettons nos ressources en commun, peut-être que tu peux couvrir la majorité jusqu'à ce que Tanson trouve un travail. J'étais debout au centre de la pièce. J'ai regardé la cheminée que mon grand-père avait l'habitude de nettoyer. J'ai regardé les planchers en bois dur sur lesquels je jouais enfant. Et puis j'ai regardé mes parents. Le dernier lambeau d'empathie que j'avais pour eux s'est évaporé, laissant derrière une directrice logistique froide et calculatrice. Je ne paierai pas un seul cent, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle portait une autorité absolue. Mais Marin, a supplié mon père, la panique montant dans sa poitrine. Nous sommes sur un revenu fixe. Nous ne pouvons pas nous le permettre. La banque va saisir. Alors laissez-les saisir, ai-je répondu sans faille. Ou mieux encore, je forcerai la vente moi-même. Tu ne peux pas faire ça. C'est la maison de Tanson, a crié ma mère, revenant à son réglage par défaut de protéger ma sœur. En fait, je peux, ai-je contré, en tirant un document légal plié de mon sac. Torrent a déposé une injonction d'urgence ce matin. Le transfert de cet acte à Tanson était une violation directe de la fiducie vivante de grand-père. J'ai le droit légal de geler l'actif. J'invoque mon droit d'exiger la liquidation immédiate de la propriété. Mes parents m'ont fixé avec une horreur absolue. L'équilibre du pouvoir dans la pièce a complètement basculé. Pendant 30 ans, ils avaient contrôlé le récit. Ils avaient dicté qui était digne et qui ne l'était pas. Maintenant, je tenais tout leur avenir financier dans la paume de ma main, et je fermais mon poing. Vous vouliez lui donner une maison. Vous vouliez payer sa rançon pour qu'elle ne propage pas de rumeurs sur vous, ai-je demandé, en regardant mon père avec dégoût. Vous avez fait ce lit. Maintenant, couchez-vous dedans. Je force la vente de cette maison. La banque prendra ce qui lui est dû du stupide prêt que vous avez contracté et je prendrai exactement mes 50% de l'équité restante.
Tanson peut utiliser sa moitié pour payer l'énorme dette de carte de crédit que Stellin lui a laissée. Tu jettes ta propre famille à la rue. La voix de tante Maura a résonné dans ma tête, mais je n'en avais plus rien à faire. Je coupe mes pertes, ai-je déclaré froidement. Je me suis retourné et marché vers la porte d'entrée. Ils pensaient que je les sauverais. Ils ont oublié que je gagne ma vie en évaluant les poids morts et en les coupant. 6 mois plus tard, l'hiver de Chicago avait fondu en un printemps vif. J'étais assise dans mon bureau d'Anglo Centre Logistique en examinant un nouveau contrat de transport national quand mon téléphone a bipé avec une alerte de ma banque. Un virement entrant avait été effectué avec succès. Le montant était exactement 170 000 $. C'était ma moitié légale de l'équité restante de la vente de la maison de grand-père. La banque avait finalisé le processus de saisie et vendu la propriété aux enchères. Parce que mes parents avaient imprudemment contracté ce prêt sur valeur domiciliaire. Une énorme partie de la valeur de la maison avait été mangée par les frais bancaires, les pénalités et le remboursement de dettes. L'héritage de 600 000 $ que mon grand-père avait laissé avait été massacré. Mais je me suis assuré de partir avec ma part légitime. J'ai investi chaque centime dans un fonds indiciel à haut rendement. Les retombées pour ma famille ont été rapides et brutales. Sans la maison et sans mon salaire d'entreprise pour servir de filet de sécurité, la réalité les a frappés comme un mur de béton. Mes parents ont dû déménager de la banlieue. Ils louent actuellement un petit appartement exigu de 2 chambres près de l'aéroport. Un endroit où le rugissement des moteurs d'avion secoue les fenêtres fines toutes les 15 minutes. Ils vivent strictement de leur pension fixe maintenant. Constamment terrifiés par la hausse du coût des courses. Ils ne m'appellent plus et je ne les appelle pas. Quant à Tanson, l'enfant doré a finalement touché le fond. La dette de carte de crédit de Stellin a détruit sa vie financière. Elle a été forcée de déclarer faillite. La coach en bien-être holistique qui postait des photos de la ta 9 $ travaille maintenant. Le shift de nuit dans une supérette ouverte 24 heures pour survivre. L'ironie ne m'échappe pas. Elle fait enfin les mêmes shifts de nuit glaciale que je faisais quand j'avais 22 ans. Mais elle le fait une décennie plus tard sans rien à montrer. Parfois quand je regarde par la fenêtre de mon beau condo du centre-ville, je pense au concept de loyauté familiale. La société nous dit que nous devons toujours pardonner à nos familles. Que nous devons constamment sacrifier notre propre paix pour le bien de maintenir la paix à la table du dîner. Mais travailler en logistique m'a appris une vérité dure. Un actif toxique finira par empoisonner toute ta chaîne d'approvisionnement. Si tu continues à verser tes ressources durement gagnées dans un navire qui coule, tu ne sauves pas le navire. Tu te noies simplement avec lui. J'avais l'habitude de me sentir coupable d'être l'enfant invisible. Maintenant je réalise que c'était mon plus grand avantage. Ça m'a appris à survivre seul. Ça m'a donné la force de regarder les gens qui étaient censés m'aimer. De les reconnaître comme les sangsues qu'ils étaient. Et de couper le lien sans une goutte de remords. Je me suis sauvé moi-même, et en le faisant, je les ai laissés affronter les conséquences exactes qu'ils ont passé 30 ans à fuir. Alors, Reddit. Suis-je allé trop loin en forçant la vente de la maison de mon enfance et en laissant ma sœur toucher le fond, ou était-ce la seule façon de briser le cycle toxique? J'adorerais lire votre verdict dans les commentaires. Si vous vous êtes senti satisfait par cette histoire, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous vois dans la prochaine.